Bonjour à tous et bienvenue à Presse Éco, la tribune hebdomadaire qui vous propose des débats, des commentaires, des analyses sur les sujets qui ont marqué l'actualité nationale et internationale avec nos invités qui sont des hommes des médias, des analystes, donc avec eux, des chroniqueurs également. Avec eux, donc nous refaisons l'actualité pour vous. Aujourd'hui, nous allons évoquer des sujets essentiellement burkinabés en interne. Premier sujet, il s'agit donc de cette rencontre, entre cette visite du ministre d'État Zéphirin Diabré à Abidjan, au bord de la lagune Eboué, donc rencontre avec le président Ouattara. On dit aussi rencontre avec les exilés à Abidjan, donc Blaise Compaoré. On va donc revenir sur ce sujet. Et puis, second sujet, il s'agit de cette autre affaire Pazani, donc vous savez déjà qui défend la chronique. Nous revenons également pour en parler. Et puis, troisième sujet, il s'agit de ces réformes scolaires qui font beaucoup de bruit. Il y a le mouvement des élèves. Nous allons donc en parler aussi. Et puis, dernier sujet, il s'agit de ces rencontres. On a vu des vidéos où des groupes armés terroristes rencontrent des populations vers Solé, Tiou, dans le nord, pour discuter. Nous allons donc reparler de l'ensemble de ces sujets-là avec mes invités sur ce plateau. Premier invité, Lagui Bama. Lagui Bama est donc rédacteur en chef de Courrier confidentiel, d'organe de presse d'investigation. Merci, Indimensuel. Merci d'être sur ce plateau. Et puis, Lengani Isaka, journaliste, directeur de publication de L'Opinion, un journal qui paraît en ligne. Merci d'être là, Lengani. Et puis, juste à la droite de Lengani Isaka, maître Kielem Apollinaire de Tambela. Il est avocat inscrit au barreau. Il est également le président du CRI, qui est le Centre de recherche internationale et de stratégie. Merci, maître, d'être là. Et puis, enfin, dernier invité, Évariste Faustin Concebo, président du SEC Réveil, qui est une association de défense des droits de l'homme, également chroniqueur média, premier porte-parole du Forum alternatif des citoyens. Merci à tous de nous prendre en marche. Cette émission est interactive, donc dans sa deuxième partie, vous pourrez bien sûr intervenir. Mais avant, il faut appeler pour vous inscrire sur notre liste et vous faire rappeler. Merci à vous tous, merci à mes invités. On commence avec cette visite de Zéphirin Diabré, le ministre d'État en charge de la réconciliation nationale. Il était au bord de Abidjan, bien sûr. Et quand on dit Abidjan, on pense aux exilés politiques, Blaise Compaoré en tête et l'ensemble de ses anciens collaborateurs. Il a d'abord officiellement rencontré encore le président Ouattara pour parler de coopération. Le ministre a aussi dit qu'ils ont parlé avec son collègue ou son homologue ivoirien Kakabé de réconciliation et tout. Alors concrètement, est-ce que, parce que personne n'a dit clairement si le ministre Zéphirin Diabré a pu rencontrer Blaise Compaoré ou non. Lengani ou Lagui Bama, parce que là c'est une question maintenant d'investigation. Tu ne peux pas désigner l'Inganien, n'est-ce pas, et puis tu me Non, je préfère que ce soit Lagui pour commencer. Okay. Est-ce qu'on peut dire que réellement, ça n'a pas été dit officiellement, mais est-ce que le ministre Zéphirin Diabré a pu rencontrer Blaise Compaoré et les autres? C'est la question que tout le monde se pose, parce qu'on n'a pas vu d'image de ministre d'État avec Blaise Compaoré, contrairement aux images, je ne sais pas si c'était des images d'illustration, mais en tout cas, je crois que j'ai vu en tout cas une image où il était avec le président Ouattara, là où il a reçu, à moins que ce soit des images d'illustration. Mais par contre, sauf si moi, je n'ai pas été assez attentif, je n'ai pas vu d'image du ministre avec Blaise Compaoré, si bien que ce serait un peu hasardeux d'affirmer qu'il a rencontré. On ne peut que se contenter d'un certain nombre d'articles qui, quand on les lit aussi, ne donnent pas, parce que la plupart de ces articles-là, c'est des sources anonymes qu'on cite, un proche d'eux, des sources sûres, des sources dignes d'intérêt, des histoires comme ça. Or, généralement, dans le milieu, on se connaît, quand les articles sont montés sous ce format-là, généralement, bon, la fiabilité reste quand même voilà, assez douteuse. Mais n'empêche, si on dit qu'il a rencontré, bon, considérons qu'il a rencontré. Et puis bon, considérons aussi que c'est une rencontre qui va militer pour voilà, l'aboutissement de cette réconciliation tant attendue par certains Burkinabés, quand bien moi-même en tant qu'individu, je ne sais pas pourquoi on a besoin de réconciliation ici. Mais il semble qu'il y en a qui pensent qu'on a besoin d'une réconciliation au Burkina. Ben, si c'est nécessaire, bon, si ça peut contribuer à y arriver. Ben, mais il n'y a pas que la réconciliation. Blaise Compaoré, il y a un dossier judiciaire qui a tout à fait. Voilà. J'allais en venir. Si aussi cette rencontre peut aussi contribuer à voilà, parce que depuis on attend Blaise Compaoré au Burkina pour voilà, répondre à la justice, il traîne les pas. Si cette rencontre peut aussi voilà, aider à le faire venir, voilà.
répondre à la justice et puis bon, se laver et puis aller s'asseoir à Zignaré tranquillement. Bon, je crois que c'est une très bonne chose, c'est à saluer. Maintenant, quand j'écoute certaines voix à côté, je crois que c'est un certain René Kaboré qui a réagi sur RFI, je crois. Et quand je l'écoute, moi ça me fait sourire parce qu'il semble dire que Blaise Compaoré veut bien rentrer, mais il veut rentrer en homme libre. Ben, personne ne veut l'empêcher de rentrer en homme libre. Il peut rentrer en homme libre, mais seulement, et je crois que le ministre même de la Constitution l'a dit, le triptyque doit être respecté. Justice, vérité, réconciliation. Tant qu'on est dans ce chemin-là, bon, il n'y a pas de problème. Voilà. D'accord. Bon, moi, je pense que la question de la rencontre, il n'y a pas de doute, même s'il n'y a pas eu d'image, mais au contraire, je me suis posé la question pourquoi il n'y a pas eu d'image. Peut-être que... Il n'y a pas de doute, c'est-à-dire quoi? Non, le ministre Diabré a bien rencontré l'ancien président Blaise Compaoré. Et je pense que lors de la rencontre, son conseiller juridique, qui ensuite est un magistrat, même faisait partie de la rencontre, ça ne fait pas l'objet de doute. Maintenant, en revanche, je m'inquiète sur l'absence d'image, que peut-être je pense que peut-être ça a été volontaire, ou alors peut-être que le président Compaoré n'est pas dans un état peut-être qui peut permettre qu'on le montre, peut-être. Peut-être que c'est un choix volontaire. Mais maintenant, au-delà de ça, c'est le fond, le contenu. Que le ministre Diabré aille en Côte d'Ivoire pour dire au président Compaoré, écoutez, venez assister à votre procès. Si vous venez, nous assurons, nous garantissons votre sécurité. Bon, là, moi, c'est vrai que je sursaute. Je ne suis pas sûr que si le président Compaoré rentrait ici, il y aurait un problème de sécurité. Ça, je ne suis pas sûr. En revanche, c'est le procès, et vous connaissez mon point de vue là-dessus. Si on veut faire un procès d'un coup d'État, c'est biaisé. Moi, je veux bien, ça m'amuse. Ceux qui crient le triptyque vérité, justice, c'est très beau, hein, c'est magnifiant, mais il ne faut pas aussi biaiser, il ne faut pas mettre des biais en excluant par le jeu, en fait, de la prescription des acteurs qui sont présents. C'est là que je dis aussi, bon, vérité, justice, il faut bien aller jusqu'au bout. C'est bien beau de tailler sur mesure, ça donne l'impression. Mais on est au Burkina, comme je le dis, ça sera une première, on va juger. Même Pinochet, ce n'est pas pour le coup d'État qu'on l'a jugé, hein, c'est pour des chefs d'accusation de génocide, de torture et autres. Tout. On verra pour une première fois au Burkina, on jugera un coup d'État. Alors donc, qu'est-ce qu'il faut faire alors? Ça voudrait dire que quoi? Moi, je pense que cette histoire... Blaise Compaoré, on juge aussi d'autres dossiers. Mais il y a des acteurs qui sont... Mais la justice, quand la justice dit que c'est prescrit, ça c'est le droit. Oui, mais ça ne permet pas d'avoir la vérité. On aura une partie de la vérité, on n'aura pas toute la vérité. Écoutez, nous ne sommes pas... Nous avons tous fait des études, hein. Nous ne sommes pas des analphabètes, des ignorants. Si on veut la vérité, ben allons-y. On met tout à plat et on regarde. On ne peut pas maintenant choisir sous des artifices, je ne sais pas quoi, des arguties judiciaires, parce que ça c'est prescrit, alors que les acteurs, il y a des acteurs qui sont toujours là, qui peuvent répondre, même si le premier concerné du CNN n'est pas là. D'accord. Ben, qu'est-ce qu'on peut retenir concrètement? Est-ce que M. Zéphirin Diabré, le ministre d'État, a discuté du retour de Blaise Compaoré par rapport au procès, ou est-ce que... Moi, ce que je retiens de ça, c'est, en fait, le mur de glace semble être brisé. C'est une première fois. Peut-être que la partie officielle au Burkina est partie pour exposer ses intentions. Parce que jusqu'à présent, officiellement, du point de vue officiel, on n'avait pas l'intention. On ne savait pas qu'est-ce que le contenu. Mais maintenant, on sait. Je me dis que peut-être qu'il y aura peut-être l'autre partie aussi fera valoir ce qu'elle entend de ça. Et peut-être qu'il y aura des discussions. Maître Kelem, c'est vraiment comme Évariste le disait, c'est une première qu'officiellement l'État du Burkina Faso ou le gouvernement du Burkina Faso a une démarche envers l'ancien chef de l'État qui est en exil en Côte d'Ivoire. C'est une avancée. Je ne sais pas, du moins de ce qu'on sait, hein, d'après ce qu'on sait. Et comme Issaka Lengeni est là, je pense que nous aurons la vraie information. Ça, c'est sûr. Parce que, bon, étant un ami intime de Blaise Compaoré, et étant au courant de tout ce qui concerne l'ancien président, bon, je pense qu'avec lui, on aura l'information exacte. Maintenant, d'abord, il faut que je précise une chose. Hein. Quand Concebo dit que nous sommes tous des intellectuels, on a fait des études, je ne suis pas d'accord. Je ne suis pas d'accord. Parce que moi, en tant qu'avocat, j'ai eu des clients analphabètes qui n'ont jamais été à l'école, qui ont plus de logique que les gens qui ont fait de grandes études. Donc, ce qu'il dit ne tient pas. C'est pas parce qu'on a été à l'école, qu'on n'est pas analphabète, qu'on a forcément une capacité d'analyse supérieure. Moi, j'ai eu des clients analphabètes, mais qui ont, ce qu'Évariste essayait de dire, en fait, Évariste essayait de dire qu'on ne peut pas dire que dans le cadre d'une affaire de coup d'État, on va prendre
un côté qu'on va juger. Oui, mais non, mais il semble dire que parce qu'on a fait des études, on peut mieux comprendre. Voilà. Non, c'est pour dire qu'il y a même des gens qui n'ont pas été à l'école, mais qui analysent ça beaucoup mieux. D'accord. Voilà. Donc, c'est ce que j'ai voulu faire comprendre. Les faits de société, il y a des gens qui n'ont jamais été à l'école, mais même quand vous traversez le pays, vous allez dans les campagnes, mais il y a des gens qui vous sortent ces analyses-là que des étudiants ne peuvent pas sortir. D'accord. Oui. Donc, c'est pour vous dire, ça, c'est un premier point. Deuxièmement, mais vous avez dit que ça semble être une première. Certes. Officiellement, je veux oui, dire. Officiellement. On n'a jamais vu de telle rencontre officielle. Non, parce que on n'a jamais officiellement, oui. Voilà. Mais si vous remarquez aussi, je crois bien que c'est l'une des rares fois, en dehors de Ram Ouedraogo, où nous avons un ministre de la Réconciliation nationale. Voilà. Donc c'est tout à fait normal. Et il faut reconnaître aussi que c'est une des rares fois où, dans une république, un régime constitutionnel, un problème de réconciliation se pose sérieusement au Burkina Faso. Les problèmes de réconciliation sont posés, mais c'était dans des régimes d'exception. Donc nous sommes dans un régime constitutionnel normal et un ministre de la réconciliation a été nommé et il y a un problème de réconciliation qui se pose. Et pourquoi il y a des exilés, voilà. Sous le CNR, il y avait des exilés aussi, donc un problème se posait, mais c'était un régime d'exception. Donc il y a des exilés. Il est tout à fait normal que chacun rentre dans son pays, mais comme j'ai toujours eu à le dire, la réconciliation ne se limite pas aux exilés. C'est un problème national. Vous avez des gens de Burkinabé qui sont au Ghana, il y a eu un reportage sur ça, qui se sentent abandonnés. Il faudra aussi que le ministre de la Réconciliation aille là-bas pour voir, mais pourquoi ces gens-là se sentent abandonnés par leur pays. Il y a des Burkinabés qui sont au Soudan, très nombreux, qui ne rentrent plus, et qui se sentent abandonnés par leur propre pays, qui disent que parfois ils tentent de voir de nouvelles situations. Donc, en tant que ministre de la Réconciliation, comme j'ai eu à le dire ici, son département ministériel est transcendantal. Donc, c'est à lui de savoir comment faire pour qu'il y ait la cohésion nationale entre les Burkinabés de l'intérieur, entre eux, et entre les Burkinabés de l'extérieur, entre eux. Donc, maintenant, quand tu as rencontré Blaise Compaoré, moi, je pense que c'est vrai que, il y a un problème politique qui se pose. Il est vrai que Blaise Compaoré, ce n'est pas n'importe qui. Et donc, s'il y a une réconciliation avec Blaise Compaoré, à travers Blaise Compaoré, il y aura un grand nombre de personnes qui vont se sentir concernées par cette réconciliation, dont mon ami Lengani ici présent. Donc, c'est nécessaire qu'il le rencontre et qu'on essaie de voir comment on peut parvenir à cette réconciliation sans effectivement éviter la justice. Voilà. Donc, justice, vérité, réconciliation. C'est pour ça que j'ai eu à dire ici que le procès semble être une voie inévitable pour aller à la justice, sauf s'il y a une loi qui intervenait. Et donc, ça ne veut pas dire que s'il y a le procès, après maintenant, on verra ce qu'il y a lieu de faire. D'accord. Voilà. Donc, Lengani Saka, peut-être qu'on aura les informations qu'on n'a pas, selon comme Maître le disait. Est-ce que la rencontre a eu lieu, elle a eu lieu où, à quelle heure? D'abord, je voudrais dire que je suis en parfait accord avec mon ami Maître Tambela sur tous les points. Ça, c'est déjà une première chose que je voulais dire. Ensuite, la rencontre, comme Évariste l'a dit, il ne fait pas l'homme d'un doute que la rencontre a eu lieu. La rencontre a eu lieu. Et effectivement, comme le petit Gounoussi aussi l'a dit, par recoupement, on sait un peu ce qui s'est dit à travers les coupures de presse. Pour dire que j'attends beaucoup de ce processus parce que c'est une première rencontre, c'est-à-dire qu'il y en aura d'autres. Et je vois en perspective l'atterrissage du ministre d'État au Canada pour rencontrer Isaac Zida. Éventuellement, s'il y a d'autres pôles d'exilés qui puissent aller effectivement rencontrer les uns et les autres pour discuter avec eux, pour voir dans quelle mesure ils peuvent contribuer à la réconciliation nationale tant attendue. En ce qui concerne Blaise Compaoré de manière particulière, puisque c'est de lui qui est chargé, il y a la question du procès qui est posée. Et là, je suis en parfait accord avec Maître Tambela, sauf qu'il a inversé l'ordre des choses entre-temps en disant justice, vérité et réconciliation. C'est vérité d'abord, ensuite justice et réconciliation. Et particulièrement dans l'affaire qui concerne Blaise Compaoré, ma conviction personnelle, pour avoir été plus ou moins acteur à l'époque des faits, de la révolution, etc. Si on fait la vérité, le procès risque d'être un simple faire-valoir. Mais
apparemment, dans les têtes de certaines personnes, il faut inverser d'abord, faire la justice, ensuite faire la vérité. Une justice sur mesure qui répond au schéma pour idéaliser leur histoire à eux et maintenant par la suite la vérité qui va reconnaître les vrais faits en posant des actes juridiques qui vont permettre de résoudre la question. Mais Lengani, si on parle de la justice, il y a un tribunal, il y a des juges. Ils ne sont d'aucune partie. Oui. Mais est-ce que ça ne permet pas de manifester, quand on dit vérité justice ou justice vérité, est-ce qu'on n'aboutit pas au même résultat? Oui, mais comme l'a dit par exemple l'auteur Évariste tout à l'heure, il y a des acteurs des événements du 15 octobre, on n'a jamais entendu qu'ils ont été entendus. Alors qu'on les a entendus aussi de la radio internationale, pérorer sur ce qui s'est passé le 15 octobre. On n'a pas entendu que le juge les a entendus. Ça veut dire que l'instruction, de mon point de vue, et c'est ma conviction personnelle, a été faite uniquement à charge, en fonction du courant politique dominant du moment. Et comme on le dit, la justice étant une affaire de rapport de force, je comprends parfaitement que, allant dans le courant du dominant actuel, le juge est instruit pour charger Blaise Compaoré. Ça, je le comprends. Et c'est pourquoi je dis que cette justice-là ne dira jamais la vérité. La vérité, disons la vérité d'abord sur les événements du 15 octobre, ensuite alors la justice. Mais comment on pourrait faire alors? Comment on pourrait dire la vérité? Dans quel cadre? Comment ça peut se faire en dehors d'un procès? Je ne suis ni ministre d'État chargé de la réconciliation nationale, encore moins chargé de dossier. Si j'opine, je donne mon opinion sur le fait, et je dis que le peuple burkinabé a besoin de connaître la vérité sur le décès de Thomas Sankara. D'accord. Alors moi, il y a une question c'est un impératif aujourd'hui, et il faut quitter les schémas qui stéréotypés, qui racontent une histoire qui forcément n'a rien à voir avec les réalités. Alors il y a une question que je voudrais aussi poser à l'ensemble de tout le monde ici. Il y a un mandat d'arrêt récemment quand la chambre d'accusation, c'est comme ça qu'on dit, la chambre de contrôle a donc renvoyé le dossier pour jugement. Le mandat d'arrêt contre Blaise Compaoré a été maintenu. Alors, mais comment se fait-il qu'aujourd'hui, où se trouve le problème? Pourquoi ce mandat n'est pas actif? Pourquoi le Burkina ne peut pas faire venir Blaise Compaoré? La Côte d'Ivoire et le Burkina, il y a un accord, il y a des accords forcément judiciaires. Qu'est-ce qui se passe au juste? Parce que tout à l'heure, on entend dire aussi qu'il faut que Blaise Compaoré vienne de lui-même, alors que la justice a mis en œuvre une action. Pourquoi ça ne marche pas? Lagui? Pourquoi le mandat n'est pas mis à exécution? Oui, on entend dire que Blaise Compaoré doit venir répondre. Oui. Alors que l'État de Burkina Faso a émis une action judiciaire, notamment un mandat d'arrêt. Oui. Mais ça ne prospère pas. Moi, je crois que c'est très simple. Le mandat, qui doit l'exécuter? C'est les autorités ivoiriennes, non? C'est eux qui doivent nous faire venir Blaise Compaoré, l'extrader. C'est eux. Je ne sais pas pourquoi ils ne le font pas. On entend dire qu'ils n'extradent pas leurs nationaux. Ben, si Blaise Compaoré est devenu ivoirien et qu'il ne peut pas l'extrader, bon, voilà la réponse à ta question. Peut-être que c'est ça. Non, il faut dire que ce n'est pas le cas de Blaise Compaoré seulement. Hein. Moi, j'étais aux assises de la chambre criminelle à Dori. Il y a des prévenus, des accusés, contre lesquels des mandats d'arrêt avaient été émis, mais qui n'ont pas comparu. Soit parce qu'on n'a pas mis les moyens nécessaires pour les rechercher, etc. Bon, il y a tellement de choses. Maintenant, quand c'est sur le plan international, intervient maintenant les rapports diplomatiques. Donc, comment je veux dire, mais ce n'est pas le cas de Blaise Compaoré. Vous avez même des criminels. Vous avez même des criminels en Europe, par exemple, des gens qui sont réfugiés en Grande-Bretagne, dont la France veut l'extradition, des gens qui sont en France, dont l'Italie veut l'extradition, et ça pose des problèmes. Vous avez appris même que François Mitterrand avait protégé un criminel d'origine italienne qui s'était réfugié au Brésil après, et c'est après la mort de François Mitterrand que le Brésil l'a extradé. Donc, il y a tellement de choses. Par exemple, si le président Ouattara ne veut pas que Blaise Compaoré soit extradé au Burkina Faso, il mettra toutes les entraves nécessaires pour empêcher cela. Sinon, dire qu'il est ivoirien, non, ça n'empêche pas. Parce qu'il a pris sa nationalité après les faits reprochés à lui. C'est facile, je me fais comprendre. Oui, d'accord. Voilà. Si votre nationalité est postérieure au fait que vous avez posé, ça ne vous protège pas. Or, c'est le cas ici. Donc, la nationalité n'est pas ici un obstacle à l'extradition. Maintenant, il faut voir ça maintenant dans les relations entre États et dans les relations politiques. Et d'abord, il faut savoir, est-ce que les autorités burkinabées eux-mêmes veulent que Blaise Compaoré soit extradé? C'est ça aussi.
Parce qu'eux aussi, ils sont d'une façon ou d'une autre co-auteurs de ce qu'on peut reprocher à Blaise Compaoré. Il n'a pas gouverné seul pendant les 30 ans. C'est comme, par exemple, quand on accuse Hitler, n'est-ce pas, d'avoir été le plus grand criminel de l'histoire. Moi, je dis non. Mais quand vous voyez ceux qui collaboraient avec Hitler, il y a des gens qui étaient encore plus furieux et plus criminels que Hitler lui-même. Donc, Blaise Compaoré n'a pas, à lui seul, fait tout ce qui était à faire pendant les 30 ans. Donc, il y a des co-auteurs aussi. Et peut-être que tout le monde au pouvoir ne serait pas d'accord pour son extradition et de la façon dont il serait extradé. Alors, mais justement, qu'est-ce qui pourrait donc expliquer que peut-être les autorités ivoiriennes ne soient pas peut-être pressées, par exemple est-ce qu'il y a des blocages? Parce qu'on entend aussi parler de sécurité politique. Ça, c'est simple. Vous avez vu même ce qui s'est passé. De ne pas humilier le président Compaoré. Est-ce que c'est tout ça, ces éléments? Vous avez vu ce qui s'est passé avec Guillaume Soro. Il y a eu un mandat même contre Guillaume Soro, je pense. Je ne sais pas si. Oui, bien sûr. Voilà, et puis ça a foiré là. Et puis vous pouvez être sûr que Ouattara, sauf si les données venaient à changer, n'acceptera pas d'extrader Blaise Compaoré pour les services que Blaise Compaoré lui a rendus. Ça, c'est une évidence. Donc, c'est une question de réel politique. Donc, et c'est la même chose qui se passe. Si vous voyez, par exemple, le président Mengistu Haïlé Mariam, quand on l'a chassé du pouvoir, il est parti se réfugier au Zimbabwe. Et Robert Mugabe avait dit qu'il ne l'extradera jamais. Voilà. De telle sorte que quand Robert Mugabe a été chassé du pouvoir, à un moment donné, Mengistu a pensé se réfugier ailleurs avant de recevoir, n'est-ce pas, la garantie des autorités suivantes pour y rester encore. Donc, c'est une question de réel politique. Et les amitiés, par exemple, souvent, les gens ne les abandonnent pas. Et pour une raison ou pour une autre, Ouattara n'accepterait pas que Blaise Compaoré soit extradé d'une façon ou d'une autre. D'accord. Évariste Konsembo? Est-ce que c'est l'environnement du judiciaire, sécuritaire, du dossier politique, c'est ça qui fait que peut-être le président Ouattara n'est pas à même de vous la céder? Non, je ne pense pas que le fait que l'ancien président ait changé de nationalité soit un obstacle, puisqu'il y a des accords de coopération judiciaire entre le Burkina et la Côte d'Ivoire qui permettent cela. Mais en revanche, je pense beaucoup que c'est plutôt la qualité des relations personnelles entre les deux personnes qui ont traversé des moments durs. N'oubliez pas la crise qui s'est passée en Côte d'Ivoire, où nous avons beaucoup de nos compatriotes. Le président Compaoré était obligé de s'impliquer. Et bon, on sait comment ça s'est passé tout. Donc, il y a quand même, ça crée beaucoup de liens entre eux. Et de plus, c'est vrai qu'on peut dire beaucoup de choses sur le président Ouattara, ça je suis d'accord, mais il a quand même des qualités, certaines valeurs qui tiennent à l'amitié, à la fidélité. Et je pense que pour lui, il estime que le président Compaoré est un de ses amis fidèles. Et pour cela, il va le défendre, je pense. Lengani, terminé. C'est cela, les relations personnelles, ou est-ce que la partie burkinabé elle-même, comme Maître l'a dit, voudrait plutôt gérer cette affaire autrement que d'une manière, parce qu'on parle de sécurité du président, ne pas humilier le président, etc. Je pense qu'il y a tous les deux. Il y a d'abord, effectivement, ce n'est pas évident que les acteurs au pouvoir aujourd'hui, donc qui jouent sur la justice, ont intérêt à ce que Blaise rentre aujourd'hui, dans un passé récent, parce que si on commence à acter son retour, parce que n'oublions pas que le président Christian Kaboré a promis que Blaise Compaoré rentrera au pays d'ici juillet prochain, c'est-à-dire dans 3 mois, sinon même pas. Donc ça veut dire qu'on est dans un processus qui, si les calendriers sont respectés, va être acté par un retour évident et effectif du président Blaise Compaoré. Maintenant, la suite, est-ce que c'est pour le procès? Ça, c'est une question. Est-ce que c'est pour la réconciliation nationale? Ça, c'est une question. Mais je dis c'est 3 choses qu'il faut traiter de manière distincte, même si tous les 3 contribuent au même désir des Burkinabés, à savoir le retour de la réconciliation nationale, la paix, la sécurité, et que tous nous regardons ensemble dans la même direction pour construire ce pays-là. Et là, je suis très content de rappeler un des propos de Maître Tambela, à savoir qu'il y a d'autres Burkinabés qui se sentent aujourd'hui exclus de la nation burkinabé, pour des raisons diverses, pas seulement la justice, pas seulement la vérité, mais pour des faits sociologiques, etc. On a besoin de renouer les liens avec tous ces Burkinabés. Mais les Ghanis, exclus, c'est fort quand même. Oui, qu'ils sont exclus. C'est exclus. les sentiments qui sont exclus ou est-ce qu'ils ont été exclus? Ils sont même exclus puisque l'État ne s'en occupe pas. L'État ne s'en occupe pas du tout. Ils sont exclus. À l'intérieur, il y a des problèmes de conciliation terribles, des stigmatisations inacceptables.
qui sont là. Et tout ça, ça a besoin d'être résolu. En tout cas, on doit trouver un processus pour trouver des solutions. Et c'est pourquoi je ne suis pas d'accord avec mon ami Lagui pour dire, bon, vraiment, c'est vrai qu'il nous reconnaît le droit de penser qu'il faut la réconciliation, que lui ne croit pas, mais moi je veux le convaincre que dans ce pays-là, il y a des gens qui ont besoin que l'État se tourne vers eux, que la nation se tourne vers eux, pour se sentir concernés par ce qui se passe. Les gens aujourd'hui qui estiment que ce qui se passe, ce n'est pas leur affaire. Même qui sont heureux des drames que vit le pays. Il y a des gens qui sont dehors, qui ne sont pas concernés, etc. Pas seulement pour des questions de justice, non. Allons au-delà de ça. D'accord. Lagui, pour terminer. Non, Lengani me fait sourire. Et les gens ont plus besoin de réconciliation que de justice dans ce pays. Moi, ça me fait sourire. D'abord, de justice, moi, je crois bien. On n'a plus besoin de justice dans ce pays que de réconciliation. Et moi, je pense que dès que le problème de justice est résolu, la réconciliation suit immédiatement, ça va de soi. Est-ce qu'il n'y a pas des cas, tant qu'il n'y a pas de justice, il ne faut pas rêver, il ne peut pas avoir de réconciliation sans justice. Ça, c'est indéniable. Il n'y a pas de cas, par exemple, il y a certains conflits socio-communautaires où ce n'est pas une question de justice, c'est une question de communautés, par exemple, qui ont besoin de se reparler, de revivre ensemble. Est-ce que là, on peut parler de justice alors qu'il est question plutôt de problèmes de rupture? Qu'est-ce qui fait que ces communautés ne se parlent pas? Est-ce que ce n'est pas les deux à la fois? Qu'est-ce qui fait que ces communautés ne se parlent pas? C'est qu'il y a un différent qui est là, qu'il faut trancher. Tant qu'on ne tranche pas le différent, tant qu'on ne dit pas qui a raison, qui a tort dans l'affaire, comment on peut les réconcilier comme ça? Ce n'est pas possible. Il ne faut pas rêver. Et quand ils sont capables de quoi? De vérité avant justice, de justice avant vérité. Mais je ne sais pas, comment on peut... La vérité vient d'où? On ne peut pas comme ça se lever un matin dire que voilà la vérité, maintenant allons à la justice. C'est la justice qui vient donner lieu à la vérité. C'est dans la justice qu'on va faire la vérité. La justice étant une procédure, est-ce qu'on ne peut pas biaiser la procédure pour avoir une vérité qui ne soit pas la vérité que tout le monde... À ce moment, c'est à chacun de pouvoir se mettre en rang de bataille pour que la justice là soit vraiment une justice digne du nom. Parce qu'on ne peut pas s'asseoir chacun dans son coin et dire non, parce que la justice, on ne lui fait pas confiance, donc allons à la vérité. Et puis, on ne peut pas passer la case de justice puis comme ça sauter dans la vérité sans qu'il y ait justice. Ce n'est pas possible. D'accord. Voilà. Maintenant, si les gens ont des problèmes avec la justice, je suis d'accord. S'il y a des points où, je ne sais pas, j'ai entendu le grand frère Concebo dire non, il y a des gens qui n'ont pas d'immunité. Peut-être que moi, je n'ai pas été. On parle de quoi? De prescription. Je ne sais pas de quoi il s'agit, mais ne tournons pas autour des mots. Hein. S'il y a des cas concrets, mettez sur la table et puis on va en parler. Moi, en tout cas, je veux que ce soit une justice vraiment dans sa plénitude. Ce n'est pas une justice biaisée. Nous tous, on veut cette justice-là. Maintenant, s'il y a des cas précis où on pense que la justice n'a pas bien fonctionné, mettez sur la table et puis on va en discuter. Maintenant, venir s'asseoir, tourner autour des choses, dire non, à cause de ça, on ne fait pas de justice. Ce n'est pas possible. On va tourner autour de la plaie, on va mettre une grosse bande sur la plaie, et on va avancer, mais on ne va pas arriver quelque part. Il y a par exemple des cas qui ont été déjà débattus ici. Hein. Il y a des cas, par exemple, d'officiers aussi qui ont été, par exemple, qui ont trouvé la mort sous la Révolution, dans des circonstances qui n'ont pas été élucidées jusqu'à ce jour, mais qui sont des dossiers prescrits, par exemple, qui ne sont donc pas dans le circuit de la justice. Mais ces familles-là aussi ont besoin de la vérité. Alors aujourd'hui, la question c'est là, comment on fait? Est-ce qu'on va avec la prescription, donc qu'ils les mettent de côté? Moi, je suis d'accord pour qu'on milite, si tant est que ces familles ont besoin de vérité, on milite pour que ces dossiers soient vraiment jugés aussi. Je suis d'accord pour ça. Mais ne disons pas que parce que ces dossiers n'ont pas connu de justice, donc tout le monde n'a pas de justice. Le dossier Négien Badimbi, par exemple. Ok, je suis d'accord. Si les gens pensent qu'on a besoin de justice pour ces cas-là où il n'y a pas de justice, on va militer pour qu'il y ait justice, je suis d'accord. Maintenant, je ne veux pas entendre que parce qu'il y a eu des cas où c'est prescrit, donc tout le monde doit se prescrire. Non, ce n'est pas possible. D'accord. Voilà. À travers son argumentaire, c'est là que je le qualifie d'intellectuel honnête. Voilà. Je le remercie pour son honnêteté pour ça. Merci à vous. Il faut dire une chose, parce que ce que Ladji Bama a dit, ça peut rejoindre un peu ce que Isaka a dit. Le problème, c'est quoi? C'est que Isaka semble dire que si on juge le procès de Blaise Compaoré, il y aura des aspects qui vont rester sombres. C'est ça, n'est-ce pas? Oui. Or, le problème, c'est quoi? Dans une juridiction correctionnelle, chacun a la liberté de citer des témoins. Donc, à charge ou à décharge. Donc, si vous estimez que dans le procès, la comparution de telle personne vous semble nécessaire, vous pouvez le citer. Alors, aujourd'hui, c'est ça aussi la question. Est-ce qu'on aura un tribunal suffisamment
indépendant, suffisamment... Non, parce qu'on a vu le procès du push manqué où le général Diendéré avait cité des témoins qui ne sont jamais comparus, qui ne sont pas venus. Bon, là maintenant c'est un problème. Est-ce que ce n'est pas tout ça aussi qui crée un peu de... Non, on apprécie. Par exemple, il faut dire que les témoins pour lesquels que le général Diendéré avait cités, moi-même, ça ne me convainquait pas. Ah ben, mais dans le dossier, ça ne me convainquait pas. Parce qu'il y a des critères de crédibilité et de fiabilité. Donc, le tribunal ne va pas se prêter à des jeux comme ça. Donc, le tribunal tranche à un moment donné. Voilà. Sinon, vous avez vu, par exemple, quand la Chambre de contrôle a décidé, toutes les parties ont eu des avocats. Et tous les avocats ont presté librement, etc. Donc, moi, je pense que les conditions sont réunies pour que la vérité se passe, pour que la vérité se dégage des débats. Maintenant que les juges ne disent pas le droit, ça c'est autre chose. D'accord. Mais la vérité peut se dégager des débats. D'accord. Merci bien, maître, pour cette dernière parole sur le sujet de la rencontre du président, du ministre Zéphirin Diabré et des exilés d'Abidjan et du président Ouattara. On continue à parler d'une autre affaire, mais une affaire aussi peut-être judiciaire, peut-être aussi politique. Il s'agit de l'affaire dite de la mosquée de Pazani qui a été réglée par le gouvernement à travers un communiqué du ministre de l'administration territoriale dans lequel communiqué on parlait d'expropriation et pour faire d'utilité publique. Et maintenant, le site aurait été donc remis à la Fédération des associations islamiques du Burkina et que la victime, M. Ouedraogo, a donc eu en compensation un autre terrain. Ça a suscité beaucoup de débats. Le ministre Clément a jugé utile d'apporter d'autres précisions à Gawa, où il était. Il a dit qu'en réalité, le gouvernement ne s'était pas opposé ou ne s'est pas immiscé dans la justice, encore moins ne s'est pas opposé à l'exécution d'une décision de justice. Pour lui, le gouvernement a respecté l'indépendance de la justice. La décision qui a été prise, je le lis, a-t-il insisté, n'est intervenue qu'en gestion des conséquences sociales de l'application du verdict. Mieux, elle est le résultat de consultations, de négociations entre l'attributaire légal du terrain, l'administration et les leaders des communautés religieuses qui ont accepté de s'impliquer dans la recherche de solutions pour éviter notre pays de connaître un conflit interreligieux. D'accord parti, le propriétaire légal du terrain a volontairement accepté de se défaire de sa propriété moyennant compensation par un autre terrain sur un autre site. Alors, explication, parce que depuis hier ou avant-hier, suite au communiqué donc, du ministre de l'administration territoriale, il y a eu un débat là-dessus. Maître, qu'est-ce qu'on peut dire de ce débat? Bon, d'abord, quand on dit que l'intéressé a volontairement cédé sa parcelle, moi j'en doute. C'est-à-dire qu'après, il a évolué. Il m'a rencontré au palais de justice. On a discuté de son problème et il m'a dit que lui, il tenait à son terrain. Donc, peut-être que ça a évolué. Peut-être qu'avec les négociations, son intention a évolué par la suite. Maintenant, par rapport à la décision, non, on peut pas, le gouvernement n'a pas porté atteinte à l'autorité de la justice. Parce que le gouvernement n'a pas posé un acte qui remet en cause la décision de la justice. Les juges jugent et le gouvernement exécute. Donc, il ne faut pas oublier, n'est-ce pas, que le premier magistrat, c'est le politique, c'est le chef de l'État. Et le chef de l'État délègue le pouvoir de juger à des personnes désignées. Si vous, au temps des empereurs, par exemple, c'est l'empereur qui jugeait, c'est comme ça. Et donc, au temps de la démocratie ancienne, la Grèce antique, c'est le magistrat qui tranchait. Donc, maintenant, comme le chef de l'État ne peut pas tout faire, on délègue à des gens. Mais quand, par exemple, le président use de son droit de grâce, ça ne veut pas dire qu'il conteste la décision de condamnation. Mais il use de son droit de grâce pour des raisons que lui seul connaît. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Oui, bien sûr. C'est la même chose. C'est-à-dire, le juge juge et maintenant le politique apprécie ce qu'il convient de faire pour la paix sociale. C'est ce qui s'est passé ici. Voilà. Donc on ne peut pas dire qu'il a porté atteinte, parce que le jugement reste. Le jugement reste en tant que tel. C'est comme par exemple quand je vous ai dit, la Blaise Compaoré peut rentrer, on peut le juger, le condamner, et Roch peut le gracier. Ça ne remet pas en cause la décision de justice. Voilà. Donc, le pouvoir politique est là pour la régulation sociale de la société en fonction des circonstances. Pour ce qui se dit ou se dégage de débat, les gens estiment que parce que le juge avait donc attribué, donc, a fait donc de M. Ouedraogo l'attributaire normal, donc le gouvernement n'avait pas
à exproprier en utilisant la voie de la procédure de l'utilité publique. C'est ce que je vous ai dit. C'est ce que je vous ai dit. On a même débattu ici depuis, bien avant. Et j'avais dit que la possibilité, c'est de l'exproprier, quitte à indemniser le propriétaire légal. Est-ce que vous avez vu? Donc, ce que le gouvernement a fait ici, le gouvernement n'a fait qu'user de son droit politique pour réguler une situation donnée. Mais il n'a pas remis en cause la décision de justice. Il faut savoir que tout appartient à l'État. Même le territoire appartient à l'État. C'est pour ça qu'il y a le droit d'expropriation. Quand l'État estime que cette situation est cela, il exproprie et il affecte à autre chose. Donc, dans cette situation-là, l'État a estimé que c'était de son droit de régler le problème de cette façon. Mais on a vu, par exemple, que les professionnels du droit, l'intersyndical des magistrats, par exemple, a réagi, le syndicat national des avocats, les syndicats des avocats du FASO. Oui, mais c'est normal. C'est normal, parce que le problème, c'est quoi? Le problème, ce qui se pose, c'est les conséquences ultérieures. Parce que si un autre fait se pose comme ça, comment l'État va réagir? Voilà. Donc, nous sommes là en train de discuter, mais nous ne sommes pas en possession des éléments qui ont permis à l'État d'agir comme il a agi. Peut-être que l'État a les moyens pour réguler d'autres cas éventuels qui se poseraient de cette façon. Nous n'avons pas les informations nécessaires. Mais ça peut être ça la conséquence. Par exemple, vous avez vu, par exemple, que quand il y a eu l'augmentation, n'est-ce pas, du traitement des magistrats, vous avez vu toutes les crises sociales qui en a découlé. Parce que le président n'a pas apprécié toutes les mesures en prenant cette décision. Dans le cas présent, le seul problème qui peut se poser, c'est ça aussi. Par exemple, des cas, ça peut être un précédent dangereux pour l'État. Mais peut-être que l'État, en prenant cette décision, a pris les mesures nécessaires. Moi, je ne sais pas. C'est eux qui gouvernent. D'accord. Sinon, l'État est dans son droit d'agir comme il l'a fait. D'accord. Lagui Baba. Moi, je suis vraiment surpris par l'argumentaire de Maître. Dire que le chef de l'État a le droit de venir dire sa justice après la justice, moi, je ne sais pas finalement à quoi on va aboutir si on s'inscrit dans cette logique. Est-ce à dire que désormais, on peut rendre une décision de justice contre quelqu'un et parce qu'il n'est pas d'accord avec la décision, il peut mobiliser son entourage, ses condisciples et tout ça contre la décision. Et puis bon, le gouvernement va encore venir dire, bon, comme il y a risque de troubles à l'ordre public, bon, voilà, le gouvernement doit intervenir pour retirer l'objet de la décision et puis bon, on va continuer. Est-ce qu'on pourra tenir dans cette logique-là? Mais ce que Maître explique, c'est que le gouvernement n'est pas intervenu contre la décision. Le gouvernement a géré des aspects liés à la décision. C'est pas vrai. C'est pas vrai. Le gouvernement a bien intervenu contre la décision. Oui, mais la décision, c'était quoi? Qu'est-ce que la justice a décidé? Le terrain doit revenir à son attributaire légal. Ce que le gouvernement a décidé va contre ça, parce que le terrain n'est pas revenu à l'attributaire légal. Mais l'attributaire est un accord pour accepter. Mais Maître a déjà répondu à ça au début. J'étais surpris dans son argumentaire quand après il a fait cette pirouette-là. Comment il peut être d'accord et puis il va en justice? S'il était d'accord pour que ce gars-là tienne son terrain, il n'a même pas allé en justice depuis le début. Non, bien avant, l'accord a été fait bien avant. C'est pas possible. Ça dit qu'il a bien au départ, on a le droit de douter de cet accord-là. Quand le ministre dit non, que le monsieur il a cédé de quoi son terme, j'oublie, mais c'est pas possible. C'est pas possible parce qu'on n'a même pas les éléments pour apprécier. Qu'est-ce qui nous dit que c'est vraiment de son gré, de façon autonome qu'il a voulu ça, avec toutes ces pressions, tout un gouvernement qui se lie contre toi, est-ce qu'il peut, lui c'est un individu, avec une communauté derrière son adversaire, est-ce qu'il peut tenir? Quelles sont les pressions qu'il a dû subir pour pouvoir arriver à là? Venir nous dire que non, c'est une interprétation, mais il se trouve que dans les faits, il y a eu un accord qui a été signé et M. Ouedraogo Jacques a signé l'accord. Il a accepté donc de prendre un autre terrain. Ça, ce sont les faits. Maintenant, ça, c'est l'interprétation. Cet accord-là, il pose plusieurs problèmes. D'abord, il y a le premier problème qui est posé au départ. On ne pourra gérer tous les cas comme ça à l'avenir. Et en plus, ce terrain qu'on dit lui avoir donné, il aurait pu servir à autre chose. Ce dommage qu'on crée à l'État, là, ça aurait pu nous servir à nous tous nos biens qu'on prend pour aller donner à quelqu'un de façon indue. Il ne faut pas que le gouvernement croie que parce qu'il est le gouvernement, il peut user de nos biens comme il veut. Ce n'est pas comme ça. Voilà. Dire que non, on va lui trouver notre terrain, alors qu'il a un terrain qui doit lui revenir de façon légale. Pourquoi on doit faire comme ça? Et surtout, quand on sait que le contestataire, il n'a pas droit
il n'a aucun droit sur le terrain, tout le monde est d'accord dessus. Est-ce qu'on peut tout le temps, parce qu'on n'est pas d'accord avec une décision, on menace de trouver l'ordre public et puis bon, on dit, comme l'ordre public est menacé, bon, on cède. On peut tenir dans ça dans un État? C'est pas possible. D'accord. Il faut qu'on arrête ça. Lengani Issaka? Pour une fois encore, je suis d'accord avec M. Tambela sur tous les points. J'ai envie de dire, Alhamdulillah, pour la décision qui a été prise dans le sens de la paix sociale de sauver une mosquée. Dieu a sauvé sa maison. Très bien. Maintenant, le reste, tout le monde est libre d'avoir son opinion. Et je voudrais, en tant que, pour mon opinion, remercier M. Ouedraogo, s'il a vraiment accepté, M. Jacques Ouedraogo a accepté de céder volontairement pour effectivement trouver une solution à la crise. Je pense que ça va dans le mouvement général actuel qui a réconcilié les Burkinabés entre eux. Et en même temps, cette situation pose en réalité la question de la réconciliation dont on parle. Puisque les gens estiment, il y a des gens qui estiment que parce que la justice a dit, parce que des gens ont jugé, ça doit être ça ou rien. Et que nul autre ne peut intervenir. Tout en foulant du pied même la constitution de notre pays. Le minimum, le président de façon a des droits qui lui sont reconnus par la constitution. Ce n'est pas des prérogatives. Des prérogatives qui sont reconnues. Et l'État, effectivement, la terre appartient à l'État. Et dans le cas présent, là où je ne suis pas d'accord, c'est l'utilisation qui me semble un peu politicienne du pouvoir sur cette affaire. Parce qu'en réalité, est-ce qu'on peut parler d'expropriation dès lors que le monsieur a cédé son terrain? Je me dis, il a cédé. Maintenant, ce que je peux comprendre, c'est que l'État ait donné une autre destination au terrain. Comment on appelle ça? Une mutation? Non, c'est une autre technique, ce n'est pas mutation. C'est-à-dire l'État qui décide de dire que tel lieu qui était prévu, par exemple, pour un espace public, je le déclasse. Ça, c'est un changement de destination. Oui, c'est un changement de destination. C'est-à-dire l'État peut décider de changer de destination, même dans ta propre maison. Même. Si on découvre dans ta cour une pépite d'or, tu peux être sûr que dans les jours qui vont suivre là, même si tu portes la Constitution entière sur ta tête, tu vas traverser devant la justice, tu seras exproprié. Donc c'est pour dire que face à l'ordre public, face à des situations, l'État a quand même le droit de pouvoir agir. Et dans le cas présent, je crois qu'on fait un amalgame entre deux choses. Il y a d'abord la bataille entre deux individus. Et sur ce point, nous sommes tous d'accord qu'il y a eu des décisions de justice qui ont été prises en faveur d'un citoyen. La justice n'a pas été capable de mettre ces décisions en œuvre. Ça, c'est la faute à qui? Des gens sont intervenus pour trouver une autre solution. Ils trouvent une solution et la justice, sans que personne ne la sonne, je ne crois pas que M. Ouedraogo soit allé poser une plainte pour dire qu'il est contre ce que le ministre a dit. Et pourquoi donc des gens vont s'auto-saisir pour en faire, ce n'est pas une affaire nationale, dont les relents, de mon point de vue, sont nauséeux et donc qu'on ne peut pas évoquer de manière triviale. Et je dis, il faut savoir raison garder, faisons attention. Faisons attention parce qu'on a affaire à des êtres humains qui ont des sentiments et qui les expriment. Et dans ça, moi je suis tout à fait d'accord avec l'État, la décision qui a été prise en conformité avec les individus. La question maintenant, puisque le terrain n'est pas revenu à celui qui contestait le terrain. Non, on a remis le terrain à une association pour en faire des œuvres qui vont dans le sens de l'apaisement de la situation. La question, c'est la suite, parce que, comme les uns les autres disaient, est-ce qu'on va pouvoir toujours régler les problèmes de cette façon? Pourquoi pas? La question, c'est là. Mais pourquoi pas? Si les problèmes sont faits pour être résolus. Et ce n'est pas forcément de la même manière, mais tous les problèmes qui se posent, mais il faut les résoudre. Maintenant, on peut avoir des bonnes solutions comme des mauvaises solutions. Et je dis, c'est cet là qui dit, un bon arrangement vaut toujours mieux qu'un... Non. Un mauvais arrangement vaut toujours mieux qu'un bon procès. Et c'est le cas vraiment illustratif, le plus démonstratif de la situation. Évariste Konsebo, est-ce qu'il y a une notion qui revient dans tout ça, c'est comme Maître a un peu expliqué. Est-ce qu'après une décision de justice,
quand les partis peuvent transiger peuvent toujours revenir pour s'entendre sur une autre forme d'accord. Il faut préciser qu'ils ne sont pas en matière pénale, parce que si c'est en matière pénale, c'est autre chose. Si on condamne, on a condamné. Ce n'est pas au parti d'aller s'arranger. Mais là, dans ce cas d'espèce, les deux partis peuvent avoir la décision et s'arranger et trouver un arrangement et faire éteindre l'application de la décision de justice si c'est leur volonté. Mais maintenant, en fait, ça c'est possible. Maintenant, je pense qu'ils étaient sur ce schéma puisque la FAIB a intervenu dans le cadre d'une négociation avec le propriétaire. Bon, moi, jusque-là, ça semblait aller puisque la justice a donné raison à M. Ouédraogo Jacques qui était le propriétaire. Mais là où j'ai pas du tout compris, où j'ai mal compris, c'est l'immixtion de l'État en utilisant le concept d'expropriation pour cause d'utilité publique. Pourquoi? Parce que la cause d'utilité publique, elle est quand même encadrée. Hein. C'est vrai que l'Ingani a dit que si on trouve de l'or chez vous, mais c'est encadré. C'est vraiment pour une utilisation publique d'intérêt général. Si on avait fait... Maintenant, là, l'État utilise ce concept pour retirer, en retirant donc remet en cause la décision de justice qui avait reconnu la propriété de plein droit de monsieur Jacques. L'État donc utilise un concept, mais moi on retire et on remet à la FAIB qui est une association privée. D'accord. Alors je prends par exemple l'argument que le ministre a eu à donner par rapport à cette question de l'utilisation de la procédure de l'expropriation pour utilité publique. Il dit que la décision est inscrite dans la légalité par l'expropriation par cause d'utilité publique, ce qui permet aussi d'indemniser la victime, puis de la réattribution du terrain. Oui, mais c'est là où il y a le hic, c'est parce qu'on ne réattribue pas, on ne l'affecte pas à une utilité publique, mais on le donne à une structure privée. C'est ça, parce que même si c'est une église, c'est privé, hein, toutes les structures sont privées. C'est ça, en fait. C'est ça où je ne comprends pas. Sinon, moi, j'aurais compris que l'État laisse les partis, la FAIB et puis M. Ouédraogo, trouver un arrangement et ils actent ça par une convention, un truc comme ça, et puis on exécute. L'État n'a pas besoin forcément, parce que là, ça donne l'impression effectivement que l'État s'y mixe dans les décisions de justice, et ça, c'est pas bon. D'accord. Lagui? Non, il a dit le fait mot. D'accord. C'est une immixtion intolérable, on ne peut pas l'accepter. Mais est-ce qu'il y a immixtion quand une décision a été prise et quand on peut transiger et tout ça? Ça, ce n'est pas les partis qui ont transigé, il a bien expliqué. L'État croit avoir dans ça. Si c'était une affaire d'entente des partis, c'était entre le nommé Ouédraogo et son contradicteur que ça allait se passer. Ce communiqué du ministre vient chercher quoi dans cette affaire-là? Mais est-ce que l'État... Ce n'est pas qu'on est dans un chemin de clientélisme politique. C'est ça. C'est ça, on est dans le clientélisme politique de plein pied parce que là, voilà, on a affaire à une association, une congrégation dont on espère compter sur les voix à une prochaine élection. On fait tout pour les satisfaire. Demain, bon, on pourra avoir les bonnes grâces en cas d'élection. Est-ce que si l'État n'intervenait pas, il pourrait organiser tout cet accord, ce compromis? Cette histoire de trouble à l'ordre public là, il y a une expression bien consacrée qui est là. Force doit toujours rester à la loi. Maître ne peut pas me contredire. Force doit toujours rester à la loi. Une décision a été rendue. C'est parce que des individus s'excitent autour de la décision qu'on doit courir, dire non, on arrête. On doit imposer la loi ici, là. Ces gens qui s'excitent, on doit pouvoir leur imposer la loi. Mais, et il y a la force publique pour ça. Là, Guibama, est-ce que... La force publique doit pouvoir intervenir pour dire non, vous là, on a rendu une décision de justice, c'est ça le droit, tout le monde doit se soumettre à ça. Vos excitations, on met fin à ça et la police doit pouvoir s'en charger. Là, Guibama, il y a eu 2 cas qui ont été pris ici. Un des principes, c'est-à-dire que les partis peuvent transiger après une décision de justice. Par exemple, comme Évalie le disait en matière civile, par exemple, de s'entendre et puis de faire autrement. Ou alors, quand il y a des condamnations, le président du FASO, par sa prérogative, par son droit de grâce, peut gracier. Est-ce que ça, c'est une remise en cause, c'est une immixtion dans la décision de justice? Mais ça reste des décisions de justice. C'est pas possible, c'est même pas logique. On n'a pas besoin de faire du droit pour savoir ça. Le président du FASO, si on a condamné quelqu'un au pénal, il est à la Marco en train de payer sa peine, il peut donner sa grâce. Mais une affaire de privé, moi je suis en contradiction avec toi dans une affaire, on me donne raison. Et le président du FASO intervient pour dire non, lui son droit de grâce là, il va te gracier, alors que moi j'ai eu raison. C'est pas possible. Mais là, Guibama, c'est pas possible. Mais est-ce que le monsieur, il a signé un accord, il a eu son terrain à nouveau, est-ce qu'il est victime quelque part? C'est ce que j'ai dit là, ce terrain qu'on lui a donné à nouveau là, aurait pu servir à autre chose. D'accord. Pourquoi? Maître, je peux apporter une précision, parce qu'on a parlé d'expropriation pour cause d'utilité publique. Quelle que soit la cause, l'État peut exproprier. Il y a une loi pour ça. Donc, qui définit et qui dit pour toute autre cause.
La loi termine à dire pour toute autre cause. Utilité publique. L'État peut retirer. Pas pour toute autre. C'est bien précisé. Toute autre utilité publique. Même mes lunettes là, l'État peut décider que c'est une utilité publique. Donc, il n'y a rien qui peut empêcher l'État d'exproprier. Non, c'est pas possible. Donc, ça, c'est un premier point. C'est pas possible. Deuxièmement, quand on dit que force doit rester à la loi, ça c'est vrai. Force doit rester à la loi, mais ça dépend. Vous avez vu ici, sous Blaise Compaoré, on avait voté une loi, n'est-ce pas, de taxation des véhicules. Ça n'a jamais été appliqué. Même les casques. Ouais, ça n'a jamais été appliqué. Donc, tout dépend du rapport de force et de comment l'État apprécie ça. Donc, quand on dit que force doit rester à la loi, c'est un principe, mais comme tout principe, ça souffre d'exception. Donc, tout dépend, n'est-ce pas, de comment les choses, comment l'État apprécie les choses. Mais ensuite, deuxièmement, autre élément, vous avez dit que c'est une histoire privée, etc. C'est l'État qui apprécie tout. Vous avez vu que, par exemple, que quand Luc Adolphe Thiaw, si je ne me trompe, quand il a visité les usines Brafasso, c'est privé, hein? Tout à fait. Il a estimé que c'était un gâchis et que l'État allait intervenir pour remettre ça en marche. Ça veut dire, que ce soit privé ou public, l'État apprécie chaque fois, si c'est nécessaire pour l'économie nationale, pour la paix sociale, pour ceci, si son intervention est nécessaire ou pas. De la même façon, en matière de garantie, des entreprises publiques ou des entreprises privées, etc., l'État peut intervenir s'il estime que l'entreprise est de dimension nationale, etc. C'est l'État qui apprécie. Donc, on ne peut pas dire que parce que c'est privé, l'État ne doit pas intervenir. Non. L'État, comme je dis là, le premier magistrat, c'est le président du FASO. Et quel que soit le domaine, comment on doit comprendre il peut donc intervenir. ici Et son intervention ne remet pas en cause l'autorité de la justice, parce que l'arrêt là est rédigé et reste. Et va transmettre, et sera une jurisprudence. Maintenant, le règlement de l'affaire, ça revient aux concernés et éventuellement à l'État s'il estime que c'est nécessaire qu'il s'implique pour la paix sociale. Les Gani, vous avez dit quelque chose très rapidement, on va changer. Je vais juste citer quelques petits exemples qui montrent que l'affaire de force reste à la loi là. Bon, quand on veut s'exciter et puis sourire, c'est bon, ça peut marcher. Djibril Bassolé a eu la liberté provisoire. Ça n'a jamais été exécuté. Pourtant, c'est la même loi qui reste là. La CEDEAO a condamné l'État burkinabé par rapport à l'exclusion. Mais l'État burkinabé a marché dessus. Force n'est pas ça la loi. C'est pour dire, avec Maître, que tout est fonction de la situation. Et chaque cas est réglé selon l'environnement et les problèmes que ça peut poser. Bon, Bama dit que le terrain qu'on a donné au monsieur, ça peut servir à autre chose. Mais bien, ce n'est pas que ça. Même les budgets qui sont mis à faire du goudron, là, ça peut servir à autre chose. Donc, c'est pour dire que c'est l'État qui décide. Quand vous serez au pouvoir, vous prendrez les décisions en fonction de votre vision des choses. Mais en attendant, je suis tout à fait d'accord que l'utilisation que le pouvoir veut faire de cette affaire pose problème. Parce que, et moi je suis convaincu, de mon point de vue, il n'y a pas expropriation de fait, parce qu'il y a eu une entente dans laquelle M. Ouedraogo a accepté de céder son terrain. Et il ne faut pas aussi faire de la FAIB un protagoniste de la crise. Non. La crise, c'est entre deux individus. La FAIB intervient pour permettre de trouver une solution. C'est ça. Bon, il y en a qui disent pourquoi est-ce que dans une situation, le médiateur se retrouve propriétaire, éventuellement. Mais si, en donnant au médiateur, ça peut permettre à toutes les parties de se calmer, mais pourquoi pas? Merci Lengani, on termine. On va rapidement parler d'un autre sujet qui est aussi important, il s'agit de l'école. Donc, on a assisté ces derniers jours à des sorties d'élèves dans les rues, un peu partout sur le territoire national. Il est question de réforme scolaire, mais on ne comprend vraiment pas. De quoi il s'agit concrètement? Qu'est-ce qui ne va pas, au fond, dans cette école? Quel est le contenu de ces réformes qui sont rejetées par les élèves? Non, en fait, ce qu'il faut retenir, c'est que ce n'est pas l'ensemble des contenus de la réforme qui fait l'objet de disputes. Il y a 3 points essentiels qui bloquent, qui choquent, et qui ont été présentés par les élèves. Ce qui est curieux, même dans la rue, j'ai demandé à certains élèves pourquoi est-ce qu'ils étaient contre la réforme, mais personne ne peut te dire même un seul point de la réforme. Non, ils disent que la réforme est suicidaire, voilà, pour eux. Voilà. Mais maintenant, en réalité, c'est quoi? Les points contestés, c'est d'abord le premier point, c'est le changement du gestionnaire du bac. Ici, on l'a discuté. Bien sûr. Il a été décidé que maintenant, ce n'est plus l'office du bac, mais que c'est
On ramène ça au secondaire, au niveau donc qui va gérer. Et maintenant, il semblerait que la position du F-Synthèse, des syndicats, des enseignants ont fait croire aux élèves que le bac n'étant plus organisé par l'université, de facto, ne serait plus le premier diplôme universitaire. Donc, pour accéder à l'université, il va falloir faire un test. Donc, les élèves ne peuvent pas être d'accord. Mais est-ce que c'est vrai? Non, c'est faux, parce que le ministère a dit que c'est faux. Le ministre Ouattara a senti la veille dit qu'il n'y a pas de test. Il a même démenti, il a pris des cas comme la Côte d'Ivoire ou le Mali, où le bac est organisé par d'autres structures que l'université, mais les étudiants ne font pas, les élèves ne font pas de concours pour aller au bac. Voilà, le second point, c'est quoi? On a fait croire aussi qu'il y a plus de second tour au BPC et au bac, ce qui est faux. Il y a une session et il y a deux tours. On n'a pas ça aussi, le ministre, il y a même un arrêté, j'ai vu l'arrêté qui confirme ça. Et les élèves tiennent mordicus que c'est faux. Le troisième point, je pense que c'est sur les choix des deux sujets. À l'examen, maintenant au bac, on dit que maintenant on met, parce que les matières de SVT et d'histoire géo, on donnait deux sujets. Il y a eu des débats avec les inspecteurs techniques et autres qui ont dit que finalement les deux sujets n'arrangeaient même pas les élèves parce que ça perdait du temps. Bon, toujours c'est le seul point en fait, au moins, qui est avéré d'après ce qu'on a regardé. Et effectivement, la réforme maintient un seul sujet au choix pour donc la SVT et la matière d'histoire. Et les élèves contestent ça là. Voilà, donc, alors, mais pourquoi les élèves sont donc dans les rues? On a entendu dire que ce sont des gens qui les manipulent, ce sont des enseignants qui les manipulent. Ça aussi, c'est vrai. Vous savez, notre pays a une culture assez spéciale. Hein. Il y a souvent des mains invisibles quelque part. Et moi, en fait, il faut noter que les parents d'élèves ont été reçus par je pense, ils ont été par le Premier ministre, en présence même du ministre Ouattara, mais on leur a expliqué l'ensemble, le contenu, mais on n'a pas vu un communiqué des parents d'élèves qui contestent. Les parents parce qu'en fait, le monde éducatif, vous avez plusieurs acteurs. Et les syndicats sont des acteurs, les élèves sont des acteurs, les parents sont... Mais si c'était une mauvaise réforme, moi, à mon sens, les parents d'élèves allaient être les premiers à s'opposer. Et ils ne se sont pas du tout opposés. D'accord. Alors, Lengani, qu'est-ce qui se passe alors concrètement? Est-ce que c'est un problème de dialogue entre peut-être le ministère et ses partenaires, ou notamment les enseignants? Ou est-ce que le fait qu'on décroche le bac de l'office pour être organisé au niveau du secondaire, ça pose des problèmes d'intérêt qui pourraient susciter tout ça? Ou qu'est-ce qui se passe concrètement? Ce qui se passe, c'est que c'est la tradition qui se répète. Dans le milieu scolaire, c'est comme ça. Toutes les réformes ont rencontré les élèves, les étudiants vont debout. C'est un cycle tout à fait normal. Bon, maintenant, il faut accepter que c'est normal, que c'est leur droit et que c'est dans leur gène. Maintenant, comme on trouve les solutions, c'est ça qu'il faut négocier. Et ça ne peut pas se faire à travers les courses-poursuites, le sport, non. Il faut s'asseoir, il faut expliquer, parce que les enfants d'aujourd'hui, bon, je ne dirais pas qu'ils ne sont pas comme ceux d'hier, mais ils sont capables de comprendre les choses. Et c'est pourquoi ils sont aussi susceptibles d'être manipulés par des gens. Et donc, face à la manipulation, il faut que ceux qui sont chargés de l'autorité, ceux qui sont chargés de gouverner, comme l'a dit Évariste, avec les éléments qui sont ressortis, mais agissent. Étant entendu qu'il faut être clair aussi, chacun doit garder sa place. Ce n'est pas à l'élève de dire comment il doit être évalué, comment il doit être enseigné, comment il doit être chose. Il a son opinion à donner, mais ça, en définitive, ce n'est pas lui qui décide. Et bon, il faut que les élèves comprennent aussi qu'en définitive, pour le fin mot de l'histoire, les mouvements les coûtent très cher en termes de capacité à avoir les examens et les concours auxquels ils doivent faire face. Maman? Non. Est-ce que les enfants ont peut-être tort, ou est-ce qu'ils ont raison ou ils n'ont pas compris? Non, moi je ne vais même pas répondre à cette question parce que moi je pense que le problème, il est totalement ailleurs. Il est ailleurs. Le problème qu'on a ici, avec cette gouvernance, c'est la question de la confiance entre gouverné et gouvernant. C'est cette question-là que pose ce problème. Sinon, comme Ibarra l'a dit, on dit, voilà le problème. On dit non, c'est pas, le gouvernement donne l'assurance que non, il n'y a pas de problème, c'est pas ça, c'est pas le seul problème. Mais on dit non, on ne vous croit pas. On dit voilà l'autre problème. On dit non, il n'y a pas de problème, voilà ce qu'on va faire. On dit non, on ne vous croit pas. Mais qu'est-ce que vous cherchez encore? Ça dit qu'on en est arrivé à un stade où le gouverneur n'a plus confiance à son gouvernant. L'administrateur n'a plus confiance à l'administrateur. Voilà tout le problème qui est posé aujourd'hui au Burkina. Et ça,
c'est à tous les niveaux, hein, même à notre niveau ici. Quand je vois Issa Kalengani ici, qui défend aujourd'hui le gouvernement, parce que le gouvernement donne raison à une fédération musulmane, pendant que hier, le même gouvernement, dans la même justice, qui refuse, par exemple, je prends un cas, il y en a tellement, d'exécuter une décision de justice concernant les policiers qui sont en rade depuis des années, sans salaire, les familles sont dans la misère, sans nom. Bon, Issa a trouvé que ça, c'est pas normal. Il a condamné ça ici, sur plusieurs plateaux ici. Mais aujourd'hui, parce que c'est ce qui pose le problème de la gouvernance ici au Burkina. C'est-à-dire qu'on a du mal à accepter la vérité quand elle est contre nous. Quand la vérité est contre nous, on dit non, ce n'est pas la vérité. Mais quand elle n'est pas contre nous, on est d'accord. Est-ce que l'intellectuel n'apprécie pas les faits et raisonne? Mais justement, il faut apprécier et puis raisonner. Ici, là, c'est ça le problème ici. C'est-à-dire qu'on a un gouvernement qui est là, qui nous a habitués au mensonge, à la triche. Ça, c'est démontré. Les cas sont tellement nombreux. J'ai cité le cas de la police, l'APN. Une décision qui est là depuis des mois et des mois, on n'exécute pas. Et c'est là même que je n'ai pas compris les magistrats et autres. Voilà. Je ne les ai pas compris. Et c'est là, j'ai trouvé que les déclarations étaient à mi-chemin, ils ne sont pas arrivés jusqu'au bout. Et ça, on doit pouvoir être logique dans ça. C'est des principes. On doit pouvoir être logique dans ça. On ne peut pas dire aujourd'hui, non, c'est bon, et demain, parce que c'est contre nous, c'est pas bon. Non, ce n'est pas comme ça. Il faut pouvoir être logique sur toute la ligne. D'accord. Le gouvernement, tant qu'il ne va pas arrêter cette façon de gouverner dans le mensonge, dans la triche, dans le clientélisme, on ne s'en sortira jamais. On n'aura jamais de confiance. Le gouvernement étant politique, le gouvernement est politique. Voilà, justement, c'est ça aussi notre problème aussi. C'est-à-dire qu'on pense qu'ici, chez nous, là, quand on dit politique, ça doit rimer avec le mensonge, l'immoral, la gabegie, tout ce qui est mauvais, c'est ça qu'on met dans la politique. Ce n'est pas comme ça. La politique, c'est un noble art. On doit arrêter ça. Cette façon de concevoir la politique, on doit arrêter ça. Voilà. D'accord. Alors, moi, je voudrais. Oui. Ce que Lagui m'a dit. D'accord. On reste à l'école avec la question des réformes. Je suis tout à fait d'accord avec lui. Je suis tout à fait d'accord sur tous les points. Sauf que, en fait, il démontre, pas ce qu'il vient de dire, que je suis totalement indépendant. Je ne suis pas contre le MPP, je ne suis pas contre le pouvoir MPP. J'analyse les faits et j'assois mes opinions par rapport aux faits. Et lui, il a dit. Et c'est ça qui me gêne aussi dans l'affaire de Pazani. Cette même justice, ces mêmes acteurs-là, lorsque l'État a foulé au pied les intérêts des gens, mais les gens sont tués. Aujourd'hui, parce que les musulmans vous parlez, on peut concevoir la chose comme ça. Ah oui, Ça, c'est notre erreur. justement. Merci. On va donner la parole à Maître maintenant. C'est ça le problème. Vous amenez les gens à penser on va pas revenir en parce arrière. que c'est eux que vous parlez. Quand c'est les autres, vous dites rien. La même justice. Le ministre Ouaro, Lengani Saka, on est passé au sujet de l'école. Le ministre Ouaro a lancé un projet d'assises nationales. Il a rencontré des anciens ministres de l'Éducation nationale. Il est en train donc de faire... il a rencontré l'opposition politique. Il est en train de faire toute une mobilisation. Et c'est dans ce contexte-là, en attendant, bien sûr, ces assises, qu'il y a cette crise qui est comme une crise, on allait dire, de confiance entre partenaires. Très rapidement, Maître, qu'est-ce que vous avez comme analyse sur cette situation? Non, moi, je n'ai pas d'analyse à faire. Ce qu'il rencontre l'opposition, tout le monde, c'est tout à fait normal. Que les assises, c'est pour ça. Maintenant, dire que les élèves auraient pu être manipulés, ça est une réalité. C'est une réalité. Moi, j'ai été étudiant, j'ai été manipulé. Je le reconnais. En France, il y a eu des mesures qu'on a voulu prendre. Et nous avons marché et protesté contre la mesure. On a rapporté la mesure. Après, je me suis rendu compte qu'en fait, c'était une bonne mesure. Donc, mais on avait tout simplement été manipulé. C'est une réalité. Maintenant, quand à vouloir imposer un test d'accès à l'université, ce n'est pas le cas. Mais moi, je serais pour. Je préconise cela. En tant qu'enseignant du supérieur, vu le niveau des étudiants, je pense qu'il est nécessaire d'instaurer un test pour qu'il n'y ait pas de bourrage de salles de classe pour rien. Il y en a qui viennent à l'université et qui n'ont même pas le niveau de sixième. Et deuxièmement, quand à dire que, par exemple, on douterait du niveau du baccalauréat qui ne serait plus du niveau universitaire, je pense que ce n'est pas un problème. Aux États-Unis, par exemple, quand vous faites le high school, quand vous terminez votre secondaire, vous n'avez pas le niveau du baccalauréat français ou bien du Burkina Faso. Mais dès que vous accédez à l'université, les 2 premières années qui suivent là, l'étudiant américain ou canadien a un niveau supérieur.
Donc, que le niveau soit inférieur au niveau universitaire, ça, ce n'est pas le problème. Le problème, c'est la suite maintenant. C'est la suite qui intervient. Merci. Donc, je pense que ça, c'est pas On des va faux problèmes. rapidement revenir sur un sujet que certainement beaucoup de personnes ont dû voir dans les réseaux sociaux, des vidéos où dans le nord, à Solé, Tiou, dans certaines localités, on a vu des groupes terroristes donc, qui discutaient avec des populations, on va dire que des populations qui sont allées discuter avec des groupes terroristes pour faire allégeance, etc., ou des groupes terroristes tout simplement échanger. On a entendu, parce que c'est en langue locale, on a tous écouté. On va vous faire, voilà, on va vous protéger, mais voilà nos conditions, etc. Alors, je voudrais que vous réagissiez très rapidement sur ça, parce que jusque-là, on n'a pas vu le gouvernement s'exprimer sur cette question de façon à rassurer les uns et les autres. Lagui. Non, là encore, c'est une autre preuve que on a un gouvernement qui a échoué totalement. Oui, ces vidéos qu'on voit tous les matins ici, à peine si on peut retenir les larmes en regardant certaines de ces vidéos-là, c'est encore le signe de l'échec patent de ce gouvernement-là sur le front de la lutte contre le terrorisme. Il n'y a pas autre nom à donner à ça. Aujourd'hui, les terroristes n'ont plus peur d'intervenir dans leurs vidéos à visage découvert. À quelques kilomètres de Ouaguia ou de Kaya, ils interviennent. Moi, quand je regarde certaines vidéos, je suis vraiment dépassé, quoi. C'est-à-dire qu'ils se croient en terrain conquis, ils n'ont plus peur de rien. Ils parlent avec les... Avant, les vidéos, on les voyait souvent, c'est de dos. Mais aujourd'hui, ils n'ont plus peur. Ils agissent à visage découvert parce qu'ils savent qu'en face, il n'y a rien. Ils n'ont plus rien à craindre en face. Et là, c'est vraiment... C'est très grave. Et je me demande si l'autorité a vraiment conscience de la situation, là où on en est. Un pays où on peut descendre jusqu'à ce niveau-là, où des djihadistes peuvent venir dans un village menacé, qu'on va faire ça, et 2 jours après ils font, et puis il n'y a rien. Rien ne peut les arrêter. Et on est assis à Ouaga, on dit non, tout va bien, on prend des lois liberticides pour empêcher la presse de pouvoir travailler sur toutes ces questions-là. Et c'est la conséquence aujourd'hui. En son temps, quand on disait en 2019 que cette loi anti-presse qu'on a adoptée en 2019 pour empêcher les journalistes de faire le travail sur la question du terrorisme était très grave pour la survie de ce pays, on ne nous croyait pas. Juste la conséquence est là. Hein. Aujourd'hui, jusqu'à ce que cette attaque récente commence, on croyait que tout allait bien. Hein, parce qu'il y a plus on ne disait plus rien au front, tout était normal. Mais aujourd'hui, on nous montre par ces actes-là que rien n'allait du tout. Ça n'allait pas du tout au front. Oui, c'est dommage. Je voudrais embrayer sur le dernier point, là, par exemple, le rôle de la presse. Nous parlions tantôt de sentiment d'appartenance des populations à la nation. Mais la presse contribue énormément à ça. Aujourd'hui, les populations de ces zones-là, elles se sentent totalement abandonnées parce que personne n'en parle. La preuve, la semaine dernière, la semaine dernière, oui, pour stigmatiser le fait que la presse ne parle pas de leurs problèmes. Donc ça veut dire, comme le dit Lagui Bama, c'est-à-dire cette loi-là, il faut revenir là-dessus. Elle est vraiment contre-productive, elle est vraiment... ce n'est pas possible. Bon, ensuite, effectivement, la réalité est vraiment très triste. Très triste. On voit aujourd'hui des djihadistes ou des terroristes avec des pick-up. On les voit, ils ont même des drones. Bon, ils viennent, semble-t-il, le soir à la rupture, ils viennent installer leurs sonos pour faire des prêches, rompre et puis ensuite repartir dans la nature. Bon, ils ont des œuvres sociales, etc. C'est notre territoire national. Et il n'y a plus rien, c'est-à-dire on n'entend plus. Comme les gens, on a fait l'analyse à l'époque des élections. Mais c'est comme si l'État s'était entendu, le pouvoir s'était entendu avec les touristes pour dire, bon, vous nous laissez tranquilles pendant les élections et puis bon, après on se voit. Et c'est ce qui a lieu. Ça veut dire que les touristes ont voté pour le pouvoir en place. Donc ça ne peut pas être donc forcément... Ils ne sont pas inscrits sur des listes. Oui, mais je veux dire, comment ils vont voter par leur acte de non-agression... Pour voter, il faut être inscrit. Oui, ils ont favorisé la gestion de ce pouvoir-là en place. Et c'est la contrepartie que nous jouons aujourd'hui. D'accord. Et ça, c'est vraiment dramatique. Il faut qu'on se ressaisisse. C'est sur le plan de la sécurité, je pense qu'il faut se dire la vérité, c'était un échec total. Et si c'est un échec total, il faut commencer par le premier responsable de cette affaire. Il faut dire la vérité. Maître, vous avez vu les vidéos aussi? Oui, quelques vidéos. Oui. D'accord. Très rapidement. Oui, mais on ne peut rien reprocher aux populations de faire allégeance aux terroristes. Hein, parce que le territoire appartient à celui qui l'occupe.
Donc si les terroristes les occupent, c'est tout à fait normal que les populations, qui ne cherchent qu'à vivre en paix, fassent allégeance pour avoir la paix. Maintenant, le problème revient maintenant à l'État. Qu'est-ce que l'État a fait pour instaurer la sécurité pour ces populations-là? C'est là tout le problème. Et on se pose la question, quand on voit que, par exemple, on a toujours des militaires qui sont à Ouagadougou, qui sont à Bobo-Dioulasso, et il y a des problèmes de sécurité qui se posent à l'extérieur. On se dit, mais finalement, à quoi sert notre armée? C'est la question qu'on est amené à se poser. Voilà. On a plein de militaires dans les casernes, ici, etc., qui ne bougent pas. Voilà. Ce sont les jeunes seulement qu'on envoie. Alors que bon, il lui aurait suffi, n'est-ce pas, d'envoyer tous les militaires, n'est-ce pas? Nous sommes en guerre, c'est un conflit réel maintenant, de les envoyer au front. Et puis, moi, je pense que le problème peut être facilement réglé. Et Varis? Non, moi, je me pose la question en voyant toutes ces images. Comment est-ce que nous avons fait pour basculer en quelques années dans un tel horreur? Parce que c'est vrai que c'est depuis 2015 à maintenant, c'est pas 20 ans, c'est pas 30 ans, c'est quelques années. Et c'est vrai que c'est un État failli sur ce plan. Mais cette faillite-là aussi, je n'impute pas ça uniquement à la gouvernance des 6 ans. Parce que je pense qu'il y avait des germes déjà, il y avait peut-être, les acteurs passés avaient d'autres méthodes, des mécanismes, peut-être de tasser ça. Maintenant, le verrou étant sauté, nous avons tout pris en plein visage. C'est vrai que quand on regarde, mais moi en fait, ce que j'ai vu ça, et j'ai voulu savoir, j'ai vu que les gens parlaient en moré, carrément, il faut le dire, et c'est ça que ça m'a rappelé que dès le début de la stigmatisation, j'ai pris fait et cause contre les gens qu'on stigmatisait, parce que je me suis mis à la place de ces gens. Vous êtes dans une zone où il n'y a pas d'État. Et des terroristes viennent vous donner des instructions. Quel autre choix vous avez que d'obéir? Si vous n'obéissez pas, vous avez les conséquences. Et ces pauvres gens étaient pris en tenaille. Et sur ce, après, des gens viennent et puis on dit non, c'est un collaborateur, c'est un quoi, et bam. J'avais dit de faire très très attention. Voici maintenant, il y a des lois. Et les lois, ça ne sert à rien. On a pris des lois pour empêcher les gens d'informer. On a pris des lois pour empêcher même les gens d'entrer en contact avec eux. Mais voilà, tout le village est entré en contact avec eux. Allez appliquer la loi. Et maintenant, apparemment, ce n'est plus des hommes armés non identifiés. Mais on continue à dire que c'est des gens non identifiés. Donc, identifiables maintenant. Alors, on va prendre notre premier téléspectateur, M. Ouedraogo Adama, qui appelle de Ouagadougou, sur la visite du ministre d'État Zéphirin Diabré à Abidjan. Monsieur Ouedraogo. Merci, bonjour. Bonjour à vous. Bon, je crois que ça rentre dans les cadres de la réconciliation. D'accord. Mais moi, je trouve que nous avons en besoin, parce que nous avons dans nos placards des cadavres, précisément 13 cadavres qui ne sont pas encore inhumés. Lesquels? Oui, mais vous posez des questions. Vous parlez de... Non, il faut préciser. Parlez aux téléspectateurs. Hein. Comment ça travaille les deux choses? Ah, ok, d'accord. C'est les cadavres qu'on a dans les placards. Ok. C'est une personnage qui met des réconciliations surtout parmi ces cadavres-là. Alors, faut-il aller à la réconciliation avec des cadavres sous la mer ou bien il faut procéder à leur inhumation avant de parler de réconciliation? Et moi, en tant qu'humain et croyant, je pense que la possibilité serait encore de faire donner une bonne structure à ces cadavres-là avant de parler de réconciliation. Parce que leur nom va venir dans la réconciliation organisée qui ne sont pas acquis. C'est un sacrilège en ce moment. Alors moi, en tout cas, ici, je pouvais approcher le ministre d'État. Il n'a qu'à tout faire pour rencontrer les familles là, pour qu'on fasse la inhumation. Parce que la justice a déjà fait la part des choses. On connaît qui sont les supposés responsables. On peut maintenant les enterrer, puisque les corps là n'ont plus bien besoin d'enquête encore. Et je crois que moi je souhaite qu'on fasse d'abord l'inhumation avant de parler de réconciliation. Alors, je vais quand même dire à M. Tambela que Blaise Compaoré n'est pas poursuivi dans le cadre de la gestion des 27 ans. Il est poursuivi à la suite d'une plainte de la famille Sankara qui a posé plainte contre l'assassinat de leur fils. Et je pense que ces personnes qui sont impliquées dedans, les juges ont donné qui sont ceux qui sont impliqués. Et on n'a pas cité d'autres personnes encore, en plus, la liste des 13, des 14 là. Donc, qu'on dise
que d'autres personnes seront impliquées. Non, moi, je ne crois pas. Monsieur Ouedraogo. Oui. Monsieur Ouedraogo, est-ce que Oui, j'écoute. pendant le procès, est-ce que ceux qui sont accusés ne pourraient pas détailler des faits qui impliquent d'autres personnes aussi? Parce qu'on n'en sait pas grand-chose. Le juge appréciait les faits qu'il avait devant lui, mais quand on va au procès... En 1987, qui parmi de ce gouvernement-là se trouvait dans le lot des militaires pour faire ce coup-là? Lequel? Si dans la période CDP, là, je peux dire qu'en tout cas, ils sont responsables. Mais en 87, là, aucun membre de ce gouvernement-là n'est impliqué dans l'histoire de 87. Je parle précisément de l'assassinat de Thomas Sankara, parce qu'en fait, c'est de ça qu'il s'agit. C'est ce que vous pensez, M. Ouedraogo, parce que les faits sont autre chose. C'est un constat. D'accord. J'ai dit la plainte l'a exposée à la suite de l'assassinat de Thomas Sankara. Point. D'accord. Et personne d'autre de ce gouvernement-là n'était même pas dans un gouvernement à cette époque. D'accord. Merci. Merci, monsieur Ouedraogo. Comme le procès va avoir lieu, on en saura davantage s'il y a des implications civiles. Mais aidez-moi à ce qu'on fasse l'inhumation-là. D'accord. Avant toute procédure de réconciliation. D'accord. Merci. Merci, monsieur Ouedraogo. Ce qu'il dit, c'est vrai. Hein? C'est vrai que Blaise Compaoré est poursuivi dans le cadre de l'assassinat de Thomas Sankara. Tout à fait. Ça, c'est vrai, sur plainte de la famille de Thomas Sankara. Mais il ne faut pas oublier non plus que quand il y a un crime, il y a deux questions essentielles qu'on pose. Quel est le mobile du crime? Et à qui profite le crime? Voilà. Donc, maintenant, à qui a profité le crime? Ils sont toujours là aussi, c'est ça aussi. Hein? D'accord. Donc, pendant les 27 ans de règne de Blaise Compaoré, il y en a qui ont profité du pouvoir aussi avec Blaise Compaoré. Et on ne sait pas quelles peuvent être les ramifications et les complicités. Donc, quand un procès commence, surtout quand un procès pénal commence, on ne sait jamais pas toujours comment ça peut aller, comment ça peut tourner. C'est la raison pour laquelle parfois, même, dans les pays développés, là, on prévoit beaucoup de temps pour ces procès-là. C'est ce que vous avez vu. Donc, bon, je comprends ce qu'il dit, mais bon, il faut savoir aussi que, bon, c'est pas si simple que ça. En revanche, moi, je trouve que le point qu'il a évoqué, je trouve que ça peut l'inhumation être... L'inhumation des corps qui avaient été exhumés dans le cadre des analyses ADN. Tout à fait. Je pense que ça peut déjà être un point de départ d'apaisement et de réconciliation, mais il faut le faire en accord avec les familles, parce que bon, le ministre d'État, tout puissant qu'il est, ne peut rien s'il n'a pas l'accord des familles, puisque les corps appartiennent aux familles. D'accord. Oui. Je m'inscris en faux contre lui. Ah bon? Quand il dit que tous les acteurs sont connus, ce n'est pas vrai. Je lui dis carrément, ce n'est pas vrai. Pour avoir été plus ou moins dans les environs, il y a des gens qui, d'une manière ou d'une autre, comme l'a dit M. Tambela, qui sont plus ou moins liés en fonction de leur positionnement de l'époque. Comme lui peut dire qu'il y a des gens, il y a plein de gens dans le pouvoir actuel qu'on peut citer qui étaient dans des positions politiques plus ou moins qui leur permettaient d'être au courant de ce qui se passe. Tout le monde sait ce qui s'est passé en 87, effectivement, comme il le dit. C'est une crise politique qui a dégénéré, ce n'est pas tombé du ciel comme ça. Et les acteurs politiques de l'époque, là, il y en a qui sont toujours là, et beaucoup sont aux affaires aujourd'hui. Donc, il ne peut pas aujourd'hui les dédouaner sous prétexte que c'est une affaire de militaires. L'histoire de l'observateur. L'observateur par l'incendie de l'observateur. C'est ça, je dis, là, les gens ne veulent pas. Les gens ne veulent pas la vérité sur Thomas Sankara, ils veulent leur vérité. Et c'est ça qui n'est pas juste. Le monsieur, il a dit quelque chose de très important qu'il ne faut pas perdre de vue. Hein. D'accord. Le plus important, moi, à mon sens, dans son propos, c'est que c'est la famille Sankara qui a posé plainte. Et on est en train d'instruire cette plainte-là. Et c'est tellement juste, si d'autres personnes ont des choses à reposer à des gens aussi, allez poser plainte contre ces gens-là. Mais on dit que c'est prescrit. Mais justement, il faut poser plainte maintenant à ce qu'on dit que c'est prescrit. Mais il ne faut pas être là tout le temps. Parce qu'il y a des dossiers que vous estimez que sont pas instruits. Donc, on ne doit rien faire. Non, moi, je suis contre ça. Ça veut dire qu'au moins, si vous ne contestez pas le droit de la famille Sankara de poser plainte, c'est déjà suffisant. Oui. On est en train d'instruire ce dossier. Si vous pensez qu'il y a d'autres dossiers aussi qu'on doit instruire, travaillons à ce qu'on les instruise aussi. En fait, c'est pas... Et moi, je pense que le premier pas qu'il y a à faire dans cette affaire, c'est que Blaise Compaoré, en tant qu'homme orchestre dans tout ça, ils viennent se présenter. Et le reste là, parce que je ne pense pas qu'il y a quelqu'un qui est au-dessus de Blaise Compaoré dans cette affaire. D'après Vanna, on dit qu'il est le président. Il n'a qu'à venir. Maintenant, quitte à ce qu'il cite des gens qui auraient pu participer avec lui et que la justice refuse de prendre en compte, on peut comprendre. Mais il ne peut pas être là, assis là-bas, il refuse de venir répondre
Et puis il dit non, il y a d'autres gens qu'on aurait citer. Non. Viens répondre. Blaise Compaoré n'a pas dit cela. Hein. Qu'est-ce qu'il attend là-bas depuis puis vient pas? On va prendre notre deuxième téléspectateur, M. Ilboudo Lamoussa François, qui revient sur le règlement de l'affaire Pazani. Oui, bonjour à tout le monde. Moi, ce que j'ai à dire concernant ce problème, c'est qu'en réalité, on est en train de détruire la justice pour des raisons dites sociales, alors que c'est pour des élections qu'on le fait. Ça n'a rien à voir avec ce que la cohésion sociale ou je ne sais quelle, parce qu'on sait très bien qu'il y a une partie des Burkinabés qui sont adeptes d'une religion donnée et qui font peut-être 80 ou 70% de la population. Et ce qui est un peu dommage dans ce pays, ça veut dire que le droit ou bien l'État fonctionne à la tête du client. Et quand Clément Awadou vient à dire que non, au fait, on n'a pas forcé le monsieur et que c'est de son plein, il fallait commencer par là. Si c'était réellement vrai, il fallait commencer par se communiquer par là. Là, on allait comprendre que c'est le monsieur aussi qui a, à un moment, réfléchi et qui a révélé sa position. Maintenant, je vais revenir sur ce que, pendant la polémique, il y a un acteur du FAIB qui a dit que lui-même, la décision même des gouvernants nous cause problème. Que si le monsieur est dans son droit, il ne voit pas pourquoi on va leur donner du terrain. Monsieur Lamoussa, la FAIB n'a pas donné de position jusque-là. Il y a des personnes, voilà, donc il ne faut pas... Non, en fait, parce que... Il n'est pas un acteur. La FAIB, les acteurs, sont les dirigeants de la FAIB. Jusque-là, il y a des personnes qui sont intervenues. Individuellement, c'est leur opinion. Ces personnes dont je citais, est-ce qu'ils font partie de cette communauté ou pas? Oui, mais ça n'engage pas la FAIB qui est une organisation. Oui, mais c'est une personne aussi qui a une autorité publique au niveau de cette organisation. C'est comme si je suis en train de vous dire quelque chose. Ne liez pas les propos des uns et des autres à la FAIB qui est une organisation. Oui, je ne sais pas de qui vous parlez, mais je sais une chose, la FAIB n'a pas encore donné un point de vue officiel. C'est ce que je suis en train de vous dire. Je suis d'accord, j'ai compris. Je sais aussi de vous étayer que si vous, dans le plateau, vous dites que vous ne parlez pas au nom d'un État sur le plateau, on ne va pas faire la différence. C'est tout simplement, je reviens sur le sujet pour dire que c'est même pas que ça crée un précédent dangereux. On est dans une logique où on est en train de préparer la mort même de la justice. Et si les missions ne se réveillent pas, un jour, peut-être que qu'on appelle les décisions de justice vont se prendre au palais, à la présidence là-bas. Et tout le long, tout ce combat qu'on a fait depuis là, ça sert à quoi si c'est pour revenir sur des décisions de justice à longueur de temps? D'accord. Si c'était réellement pour la quitter, ça veut dire l'équité, on ne devait pas les donner le terrain ni à l'autre, ni à l'un. Pour qu'on ne puisse pas faire une interprétation. D'accord. Merci, M. Lamoussa François. On est donc, réacteur, on est au thème de l'émission. L'État aurait pu trouver un terrain ailleurs pour la FAIB, et puis trouver un terrain ailleurs aussi pour le nommer Jacques, et garder le terrain pour autre chose. Ça, c'est ce qu'il dit aussi. C'était une possibilité aussi. Il y a un amalgame inacceptable. C'est-à-dire que la FAIB n'est pas dans le conflit. C'est entre deux individus. Et nous avons dit sur ce plateau ici, personnellement, j'ai dit que la manière dont cet individu l'a géré, en ne répondant pas aux générations de la justice, ce n'est pas normal. Si la justice a été incapable par la suite de faire respecter les injonctions qu'elle a eu à faire, et que par la suite les gens s'entendent sur une solution, mais là, qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse? On va terminer l'émission là. On est au thème de l'émission. Il ne peut pas passer comme ça. On est trop facile. Non, non. Il ne peut pas dire que la justice est incapable. Ce n'est pas la justice qui exécute les décisions. On a déjà parlé de ça. Non, ça ne peut pas passer comme ça. Le gouvernement qui doit exécuter la décision, c'est le gouvernement qui a refusé d'exécuter. Ce n'est pas la justice. Ce n'est pas le magistrat qui doit aller sur le terrain pour exécuter. C'est le gouvernement qui doit mettre la force publique à la place pour exécuter la décision. Merci à tous. Mengani, merci. Merci de nous avoir suivis. Merci. J'étais donc avec mes invités sur ce plateau. Merci.
Très belle émission. Merci aux autres. Je vous remercie d'avoir suivi aussi. Merci à ceux qui ont appelé pour participer à cette émission. Les débats ne pourront jamais s'épuiser sur ce plateau. On continuera et on pourra encore revenir s'il y a des nouveaux développements sur ce sujet. Alors, j'étais donc avec Lengani Isaka, journaliste, directeur de publication de l'Opinion. Merci Lengani. Et puis, Lagui Bama, rédacteur en chef de Courrier Confidentiel, qui est un bimensuel d'investigation. Merci d'être passé. Et puis, à sa droite, Évariste Faustin Kouassimbo, il est donc chroniqueur média, président du cercle d'éveil, est une association de défense des droits de l'homme, premier porte-parole du FORAC, Forum alternatif des citoyens. Et puis enfin, Maître Kielem Apollinaire de Tambela, avocat inscrit au barreau, président du CRI, qui est le centre de recherche international et de stratégie. Merci à vous qui nous avez suivis. On se donne rendez-vous la semaine prochaine pour un autre numéro de Presse Éco, si Dieu le veut.